Oui, oui, on est très heureux d'être en votre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk. Ce soir, nous sommes en compagnie de Monsieur Élisée Bouloubeu. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, comme tous les soirs depuis le début de cette semaine, super bien je vais. Très bien. Bonsoir Sarah, Sarah El Wadi. Comment ça va Sarah? Bonsoir Brice, très très bien. J'aimerais aller aussi bien qu'Élisée en fait. Et puis nous avons Monsieur André Bois sur le plateau. Bonsoir Brice, bonsoir à vous tous chez vous. Et j'ai deux protagonistes en face de moi, je préfère dire les choses comme ça, pour ouvrir les couleurs ou pour annoncer les couleurs. Ils sont là-bas. Une forme de complicité. En t'a l'œil. Salut à vous les amis de gauche. Salut André. Voilà, c'est les gens de la gauche. Je n'ai pas d'étiquette, je ne Ah oui, veux ça pas va porter... Non, non, non. Oh, ben écoutez, les étiquettes, c'est la chose la mieux partagée sur ce plateau. En tout cas, un qui a été présenté comme le DJ du gouvernement. L'autre, c'est le chef des fondeurs. Et puis bon, là, vous allez porter la casquette de la gauche. Voilà. Oh non, non, Oui, moi, je suis non, quand même. non, je suis dans l'analyse Dans l'analyse indépendante. froide. Ah, ben les tous, hein, mais je vous Voilà. dis. Hein. Bon, on va dire bonsoir à tous nos téléspectateurs, à tous nos amis internautes qui, depuis quelques jours, en tout cas, sont très actifs et puis nous décidons de les mettre en avant parce que leur avis compte. Ils participent à cette émission-là depuis le début et bien nous prenons en compte leurs réactions. Nous répondons de temps en temps à certaines de leurs préoccupations, à certaines de leurs questions. Nous commentons certains de leurs... j'ai failli dire nous commentons certains de leurs commentaires. C'est ça. Ben voilà, donc c'est fait. Merci à vous de nous regarder sur nos pages des réseaux sociaux. Chers amis, on va évoquer le point 1 de notre rendez-vous ce soir. Eh bien, celui-là concerne la CEI, eh bien, qui annonce que la réception des dossiers de candidature pour les élections des conseillers régionaux et conseillers municipaux est ouverte depuis le 1er juillet pour prendre fin le 19 juillet 2023. Réaction, Élisée Bouloubeu. Ben, c'est une information qui nous est donnée. Je crois que si on compte bien du 1er juillet au 19 juillet, on a 20 jours pour le dépôt des candidatures. Je pense que ça devait être suffisamment. Pardon, ça devait être suffisant dès l'instant qu'il y a environ 2 mois déjà où les différents partis politiques avaient déjà communiqué leur liste. Donc, je crois qu'il ne restait juste qu'à réunir la paperasse et puis aller déposer. Ça veut dire, comme je le disais il y a quelques semaines sur ce plateau, on est engagé inexorablement sur la voie du non-retour en ce qui concerne les élections. Vous présentez ça comme si on partait à la catastrophe. Non, pas du tout. Non, pas la catastrophe. Non, pas du tout. Non, je veux juste dire que peut-être éventuellement, ceux qui se diraient, ah, on ne sait jamais, peut-être que. Non, mais là, c'est clair quoi, que le 2 septembre, on ira inexorablement aux législatives, pardon, aux municipales et aux régionales. Très bien. Ok, en tout cas, vous êtes optimiste. Oui, mais la Côte d'Ivoire a une vieille tradition d'élections locales. Hein, depuis 1980, c'était avant. Pour refaire un peu l'histoire, avant, il y avait des élections, mais au sein du parti unique. Vous désignez un peu le maire d'Abidjan et le maire de cette commune. Donc, depuis 1980, c'était le parti unique, mais il y avait déjà la compétition. Donc, du coup... C'était les formes de primaire dans... Voilà, une forme de primaire, mais enfin, après, ils allaient solliciter le suffrage voilà, universel du peuple. Donc, depuis 1980, les municipales, et puis après... Avec les réformes en 2001, on a eu donc d'abord les conseils généraux et puis aujourd'hui on parle des conseils régionaux. Donc en fait, pour dire qu'on a une vraie tradition quand même électorale en Côte d'Ivoire. Parfois, ce qui nous a fait craindre, c'est l'enjeu autour de l'élection présidentielle et puis parfois quelques difficultés sur les élections locales. Mais globalement, les élections locales, c'est une vraie élection de développement. Donc le peuple ivoirien l'a complètement intégré et donc... c'est vrai que le mot d'Élysée peut vous paraître, qu'on est engagé inexorablement, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais c'est une façon de dire que, effectivement, on y va. Les voyants et sont que, ouverts. Hein. Voilà, les voyants sont ouverts et qu'en général, tous les acteurs politiques, à part quelques bisbilles dans 2 ou 3 endroits, savent que c'est parti, les élections locales, c'est un enjeu de proximité, de développement et qu'il n'y a pas beaucoup de palabres autour. Donc là, c'est déjà quelque chose qui nous réjouit, d'autant plus que il y a quelques jours, il y a quelques semaines, même encore là aujourd'hui, le PPACI était encore à poser la question de la présence ou non du président Laurent Gbagbo sur la liste. Mais finalement, on se rend bien compte que ce n'était pas ça l'enjeu essentiel de cette élection. L'enjeu essentiel, c'est de faire en sorte que nos concitoyens aillent choisir leur maire, d'abord leurs conseillers municipaux et leurs conseillers régionaux qui, après, vont choisir les présidents et les maires. Donc, moi, je trouve que
on est vraiment, c'est un calendrier qui est tout à fait bien installé et ça devrait permettre de mettre les choses en place jusqu'au 2 septembre. Alors oui, ce que j'aimerais quand même saluer et noter, c'est le quota imposé pour avoir 30% au moins de femmes. Donc c'est un pas en avant et c'est quand même assez ambitieux, ça paraît peu, mais 30% c'est quand même important. Ça se rapproche même du quota qui est imposé pour les projets de financement qui sont développés, financés par des banques de développement ou des institutions multilatérales comme la Banque mondiale, etc. Donc c'est assez ambitieux. Et on espère c'est là où que je ne ce vais pas être d'accord sera... avec Sarah, mais enfin, on en parlera. Non, mais pour un premier quota imposé, avoir un minimum de 30%, c'est quand même pas mal. Après, il faut savoir si derrière, il y aura effectivement des mesures prises, des sanctions si le quota n'est pas respecté, ou c'est juste voilà, un minimum qui est communiqué comme étant voilà, ce qui est recherché, mais pas forcément vérifié et sanctionné derrière. On ne peut pas imposer, je pense, 50% dès la première année, ce serait un petit peu trop ambitieux et difficile, surtout s'il n'y a pas assez de candidates femmes. Mais il me semble que c'est un quota assez important. Je t'écoute, André, tu n'as pas l'air d'être de cet avis. Je disais que je n'étais pas d'accord par rapport au fait que le quota, d'après ce que j'ai compris dans votre analyse, Sarah, c'est que vous disiez que le quota, au regard de nos engagements avec nos partenaires, Banque mondiale, etc. Moi, je dis non, ce n'est pas une affaire de Banque mondiale. Non, je pense que non. Elle comparait. Non, je comparais les bien les Elle ne mettait quotas. pas ça en relation. Hein. Non, voilà, c'est ça. C'était juste pour comparer Monsieur le des porte-parole, quotas. je vais quand même pouvoir y aller. Non, mais moi, je suis tous d'accord que là, vous êtes en train de commencer une C'est une façon démonstration. de vous titiller. Mais c'est pas grave. Non, je veux dire Ils ont mon étiquette. qu'effectivement, je souhaiterais vraiment qu'on détache les questions de nos relations, qu'elles soient multilatérales ou bilatérales avec des partenaires, parce que c'est un impératif. Aujourd'hui, les femmes sont vraiment, personne ne va me contredire, les principales actrices du développement. Elles sont dans l'activité économique, elles sont extrêmement importantes. Activité économique, c'est quoi? Activité économique du commerce, agricole, elles sont dans le service. Donc, ne pas les voir dans la politique locale, c'est déjà même une anomalie. Et donc, que notre système national dise il faut 30% de femmes, peu importe ce que va dire la Banque mondiale ou pas, respectons déjà ça. Moi, j'aurais aimé que ce soit 50%. Mais déjà, que le président de la CEI dise OK, venez vous inscrire, mais sachez que c'est une élection, parce que ça, c'est important. C'est l'autre enseignement qu'on doit tirer à Brice, c'est que c'est une élection à liste. C'est ça, c'est-à-dire qu'en réalité, on va élire une liste qui est engagée. Donc, sur la liste, il faut 30% de femmes, et vraiment, c'est très bien. Mais je pense que ça, évidemment, ça ne nous est pas imposé par... Non, mais je elle veux va quand même préciser. réagir Non. par rapport à ça. Il n'y a pas du tout de lien entre ce qui peut être imposé par une institution de développement. Là, il s'agit d'élections municipales et régionales. Ça n'a rien à voir. La Banque mondiale n'est en rien impliquée. Et j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu de ce qu'ils pensent. J'étais juste en train de faire le parallèle parce que c'est quand même les premières institutions qui ont imposé ce genre de quota dans la vie de notre société aujourd'hui. Parce que justement, elles se sont dit, voilà, c'est ambitieux, mais pour une première année, c'est un niveau respectable. Ce sont les femmes qui ont imposé qui me dérangent, Moi, l'une des en choses fait. que je veux... Mais non, il n'y a pas de lien en fait. Je pense qu'on. Bon, alors, Mais il n'y a pas de lien, mais il y a c'est pas pas- vous c'est êtes pas- imposé. Je vais revenir Sarah. juste sur quelque chose, Non, en je fait. parle Élisée. juste de la manière d'implémenter en fait ce quota. Si Ils les nous ont institutions- suggéré, je pense. Bon, allez, acceptez ça, on va passer à autre chose. Allez-y. Bon, ok, moi je vais sortir des quotas, Oui. mais je voudrais juste revenir sur la liste, l'ouverture des... Oui, parce que ça va être ma prochaine question, Élisée. J'allais revenir sur la liste en estimant que, bon, les listes sont présentées. Particularité de l'opération, c'est qu'il peut y avoir des candidats récalés. Bien évidemment. Très bien. Bien évidemment, parce que être candidat, ça obéit quand même à un critère. Si vous ne remplissez pas les critères, bien évidemment, vous ne pourrez pas être accepté à la compétition. Ça va de soi, en fait. D'accord. Donc, tous ceux qui vont, ils sont conscients des critères qu'on leur a demandé. C'est des critères qui sont connus. Ce n'est juste pas une formalité. Voilà, c'est pas juste pour dire que je veux juste être candidat et je suis candidat. Non, il n'y a pas du tout. Donc, il y a certains qui pourront éventuellement être récalés. Même sur des listes, on pourrait regarder éventuellement et puis voir s'il y a des gens qui ne remplissent pas les critères qui pourraient être aussi récalés. Non, Ça, c'est même pas éventuel. c'est- Oui, bien sûr. On doit Qui regarder. remplissent pas éventuellement les conditions Il y a des pour être critères pour récalés. être quoi. candidat au conseil municipal. Maintenant, moi l'autre chose que je note depuis quelques jours quand même et que je pense, j'ai vu le chronogramme donné par la CEI sur déjà l'ouverture des campagnes et autres, quand est-ce que sera fait et autres, tout ça. Mais je note quand même que depuis un certain temps, c'est vrai qu'on est dans une phase un peu pré-campagne, mais qui prennent des allures un peu de campagne.
Et ça, je crois aussi que pour ne pas qu'on biaise le système, pour ne pas qu'on biaise les choses, il est important peut-être que la CEI aussi revienne un peu dessus et essaie plus ou moins de mettre un peu d'ordre dans cette affaire-là pour ne pas qu'on aille à la campagne avant l'heure. Ça Très aussi, bien. c'est un peu important. Oui, chacun y va de son ingéniosité. On va sortir les magazines avec des posters, des affiches de magazines. J'ai eu le même sentiment de la pré-campagne qui ne s'est pas Non, mais son c'est nom. clair que la pré-campagne, c'est toujours une période délicate, même pour, C'est ça. pour les institutions qui sont chargées de contrôler, que ce soit dans les médias ou autre chose, parce qu'à un moment, on se dit, la campagne, c'est quelque chose de très réglementé. Est-ce qu'avant la campagne, les uns et les autres se sont comportés convenablement? Donc, forcément, la question est super pertinente. Mais bon, vous savez Bon, comment ça se après, passe. chacun y monsieur. va de sa créativité, C'est ça. voilà, pour pas que ça ressemble à une pré-campagne, pas que ça ressemble à une campagne. Mais bon, il est important, hein, je veux dire, on va pas juste attendre le go de la campagne pour commencer à mobiliser. Déjà, on est en train de s'organiser au niveau des différents états-majors, j'ai envie de dire. Bon, cela dit, hein, les amis, on va évoquer le prochain point et nous allons justement recevoir des invités sur notre plateau. On va parler avec eux d'accidents de travail et maladies professionnelles. À cet effet, nous rejoignent sur le plateau des Grands Talks messieurs Zayonia Charles Hubert et Oula Olivier Léandre, tous deux accidentés de travail. On va les aider, non? Pour qu'ils s'assoient. Ouais. On va essayer de les aider. Venez à bout. Ouais. Venez à bout un tout petit peu. Vous allez Déposez pouvoir y vos arriver. affaires d'abord, Voilà. déposez déjà vos affaires pour que ce soit plus Voilà. facile pour vous. On va vous aider. Ouais, le pied là. Avec vous, justement, messieurs, on va évoquer la question des accidents de travail et des maladies professionnelles. Monsieur Zayonia Charles Hubert, vous travaillez donc Port autonome bon, d'Abidjan. au Agent port du autonome port- d'Abidjan. Agent du port autonome C'est d'Abidjan. ça. Bonsoir, Et monsieur. membre de la Fédération ivoirienne des accidentés du travail pour la prévention et le progrès. Très bien. Vous étiez en fonction au port autonome d'Abidjan et qu'est-ce qui s'est passé pour revenir à votre accident? Effectivement, j'avais été commis à une tâche, j'ai été commis à une mission. Étant soudeur de profession, j'ai été commis pour verrouiller- Soudeur, c'est ça? Soudeur. Oui, Soudeur de soudeur. profession. Vous étiez soudeur, parce que c'est très important pour nous, Brice l'a rappelé suffisamment, vous êtes accidenté de travail, mais on veut comprendre quel travail vous faisiez, C'est ça. et afin de regarder justement les conséquences de ce travail. C'est ça. Et donc vous étiez soudeur, mais dans quelle J'étais- activité? je suis Là au port ou bien dans un bateau, c'était quoi? Je suis allé pour verrouiller les accès d'un bâtiment qu'une autorité de l'État d'alors occupait et il refusait de faire face à ses obligations de paiement du bâtiment qu'il occupait. Et Donc c'était un bâtiment, c'était un immeuble. c'est un grand bâtiment, D'accord. un grand D'accord. bâtiment qu'il occupait et il refusait de faire face à ses obligations de location. Très bien. Donc on vous a envoyé pour aller On m'a verrouiller. envoyé, le port autonome m'a commis pour aller verrouiller les accès de ce bâtiment. Donc en tant que Après soudeur. plusieurs mises en demeure qui lui ont été adressées. Très bien, Et comme il refusait de faire face, bien noté. j'ai Et été vous, commis. et vous êtes parti Je suis allé et- pour le verrouillage des accès. Et c'est ainsi qu'il est venu me trouver avec ses gardes de corps. Et ils ont commencé à me bâtonner. Ah ouais. Waouh. À me bâtonner. Je peux citer son nom. Non, Bon, non, c'est pour pas le, nécessaire pour le pour moment, ça. ce n'est pas nécessaire. Voilà. Mais en fait, Brice fait bien de le dire. Et quand j'ai été tabassé, pour ma prise en charge, ça n'a pas été facile. Donc, en fait, La la blessure, pour que les téléspectateurs comprennent bien, hein, Oui. c'est-à-dire votre handicap, votre blessure que vous avez aujourd'hui résulte de la bastonnade que vous avez eue. Tout à fait. Ok, d'accord. Et il a Tout à été fait. commis donc à une mission. Dans le cadre de c'est votre ça. travail. Dans le cadre de ma fonction. Très bien. Très bien. On va revenir à vous. Quant à vous, monsieur Oula Olivier, votre accident, comment est-il arrivé? Ben, faut dire que moi, je travaille un peu dans le domaine de l'entretien industriel. Oui. Je suis cordiste de formation. Donc, j'étais en exercice à Brativois. Donc, à la descente, aux environs de 17 h, Quand vous dites Bon, 16 cordiste, pour comprendre, c'est quoi? à faire les travaux en hauteur. En hauteur. Donc vous travaillez plutôt en Avec hauteur. les ça. palais, ouais, ouais. Donc, on a travaillé, c'était un vendredi, le 13. Bon, ben, on est descendu. Je suis allé emprunter, c'est sur l'autoroute, juste en face de Brasivois. C'est C'est ça. là on emprunte pour C'est ça. rentrer.
Et le monsieur a fait sortie des routes. Au moment où on attendait le véhicule pour rentrer, il a fait une sortie des routes et puis bon, Un véhicule personnel ou un véhicule de transport en commun? non, personnel. Non, personnellement, enfin, l'idée, c'est de dire, rappelez-vous, quand on avait reçu un des dirigeants de l'association qui nous avait expliqué que, effectivement, le trajet entre son lieu de travail et la maison, était ouvert à C'est ça. tout type de, j'allais dire, d'accident, et que ça aussi, c'était couvert par sa condition de travailleur. C'est ça. Alors, justement, les accidents, pardon Sarah, les accidents se sont produits. On va tout de suite aller à la prochaine étape. Tout de suite, quelle réaction vos employeurs ont eu? Vous avez été pris en charge, on partage l'expérience. Ma prise en charge n'a pas été facile. N'a pas été facile parce que le premier dossier que j'ai eu à fournir a été... Avant même les dossiers. Ça s'est passé en quelle année? Juste, Brice, ça s'est passé en quelle année? Pourquoi on regarde un peu les... Ça s'est passé depuis 2008. Vous, c'était en 2008. Très bien. Et donc, par rapport à la période de 2008 jusqu'à ce que votre dossier soit pris en 15 charge, ans, en fait. on s'est 15 retrouvé... Non, 15 ans par rapport à aujourd'hui, mais on s'est retrouvé à combien de temps avant que la prise en charge ne soit déclenchée? Mais moi, avant la prise en charge, hein, c'est dans le même élan. Moi, je veux qu'on regarde un peu les faits. Vous vous faites bastonner du genre un vendredi. Là, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, l'employeur qui vous a commis la tâche vous récupère, on vous envoie dans un centre de santé. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'avait pas été le cas. Ça n'avait pas été le cas. Quand j'ai été bâtonné un samedi matin, et c'est le lundi que j'ai pu aller à notre centre de santé pour les premiers soins. Vous avez informé entre-temps Oui, la hiérarchie a été informée. Était au courant de l'incident, parce que pour le coup, parlons La d'incident. hiérarchie a été informée. Et donc, le médecin du travail d'alors, du centre médical du port, m'a consulté et il a exigé que j'aille prendre un certificat médical Oui, c'est là. ailleurs. Mais où, enfin, c'est vrai que c'était à l'époque, mais enfin, c'est une question Donc, pour ça a dire été que fait. c'était un peu aberrant. Mais, après la constitution du dossier, qui a été déposé, qui a été acheminé à la direction générale du port avant qu'elle ne soit transmise à la CNPS, ça a vraiment mis du temps. Et entre-temps, le diagnostic était clair, vous souffriez de nombreuses contusions, de fractures, c'est cela? Oui, des hernies discales, des lombardos, tout ça. Et vous ne pouviez pas reprendre le travail forcément, on est Je ne d'accord? pouvais pas. Oui. J'ai d'abord été... j'ai passé un temps à la maison, j'ai été opéré d'une première hernie discale. Et après ma consolidation, j'ai repris le travail. Ah, vous avez repris le travail? J'ai repris après mon opération. Parce que ça allait mieux? Ça allait un peu mieux. D'accord. Et aujourd'hui, là, je n'en peux plus. Très bien. Il y a C'est 3 surtout- autres hernies discales. Donc, la question... La reprise du travail, c'est surtout parce qu'il y avait besoin d'une source de revenus. Il y a un moment Ou où- bien parce qu'il y avait pas médicalement. Oui. Parce que- Et est-ce que vous avez engagé à un moment des poursuites judiciaires contre votre J'avais employeur? même tenté une poursuite judiciaire Contre qui? contre Non, mon pas agresseur. Ah, l'agresseur. Contre mon agresseur. Un général de la police. Mais l'affaire est Et restée vous sans avez, suite, c'est vous avez ça? abandonné C'est les resté sans poursuites suite. Non, mais parce qu'il y, a deux volets quand même. Parce que nous, aujourd'hui, c'est vrai que nous, notre volet, c'est plutôt sur le volet travail. Et la prise en charge. Mais sauf que sur le volet pénal, qui serait lié au fait d'avoir été agressé, il y avait l'action de poser une plainte. Donc, nous, ce qu'on veut juste savoir aussi, peut-être il faut qu'on ramène à ça, est-ce qu'au regard du fait qu'au fond, c'est un accident de travail, c'est lié à votre fonction, est-ce qu'à ce niveau-là, l'entreprise vous a accompagné comme il se doit? Oui, l'entreprise, par la suite, m'a accompagné à la CNPS. D'accord. Et ma prise en charge a été faite comme il se doit. Et vous La avez reçu CNPS des indemnités m'a pris aussi? Oui, depuis 2008, Ok, j'ai été d'accord. pris en compte par la CNPS. D'accord, Il me suit médicalement. d'accord. Très bien. Il me suit médicalement. Est-ce que ça a été le cas pour vous, monsieur Oula? Bon, je pense que c'est deux cas un peu différents parce que, Vous Moi, avez l'accident, dès vous que êtes, j'ai eu vous êtes l'accident- percuté par le véhicule. oui, dès que j'ai eu l'accident, automatiquement, mon entreprise m'a pris en charge, m'a déclaré l'accident, qui était un accident de trajet. Donc, on m'a pris en charge, la CNPS m'a pris en charge, comme il se doit. Il y a eu des opérations, et tous les soins médicaux, les médicaments, tout. En tout cas, Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de l'incident ou de l'accident Oui. à la prise en charge. Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est instantané, je dis que c'est immédiat, imminent, Quelle est la ou il y a eu quand même procédure? un temps Oui. qui peut probablement être un peu fatal pour Au-delà ceux de qui quelle est perdent. la procédure, comment vous avez senti
que la communauté nationale, à travers l'ensemble de ces dispositifs, donc depuis l'entreprise jusqu'à la Caisse nationale de prévoyance sociale, vous a accompagné. Comment vous avez senti ça et en termes de temps, comme le dit Élisée? Oui, effectivement, pour moi, dans mon cas spécifique, ça a pris un peu de temps. Environ Parce que, combien de temps? Environ 1 an et demi. Un peu, c'est Avant beaucoup. avant ma prise, je sais pas. Et pendant ce temps, c'était les frais médicaux, c'est vous-même? C'était à votre charge. C'était moi-même. Ok. C'était moi-même. Et c'est au vu de tout ce que j'ai expliqué dans la note explicative adressée à la CNPS, qu'elle a pu statuer sur mon cas pour me prendre complètement en charge. 1 an après l'incident. Un an 1 an et après. demi Et après. vous savez, qu'est-ce qui prend autant de temps? Est-ce que c'est constituer tous les documents? Est-ce que c'est chez eux que ça prend du temps? Est-ce que c'est de votre côté que ça a été un peu difficile De réunir les papiers. réunir tous les documents nécessaires? À votre avis, selon votre expérience, Dans le temps, j'étais pourquoi livré ça à prend tout moi-même. ce temps? Vous étiez mais livré à oui, bah vous-même, oui, j'imagine, bien sûr. sachant que normalement l'entreprise, quand même le port autonome, c'est l'une C'est des ça. plus grandes entreprises de ce pays. Le port autonome, je veux dire, vous a tout de suite accompagné. Peut-être, est-ce que le blocage était où? C'était juste au niveau du port ou bien au niveau de Le la blocage caisse? était au niveau du port d'abord. Au niveau du port, d'accord. Le blocage était au niveau du port, Donc de l'employeur. de l'employeur dans le temps. Ouais, mais puisque déjà même le médecin, comme il l'expliquait tout à l'heure, le médecin du port lui dit d'aller prendre un certificat médical ailleurs. Alors que lui, il avait cette capacité de allez-y. pouvoir produire. Et donc, ça n'avait pas été. J'avais essayé même de porter plainte à la gendarmerie du port, à la police du port. Ces autorités étatiques-là n'ont pas pu m'écouter parce qu'ils disaient que c'était un peu plus fort pour eux. Vu D'accord. la hiérarchie qui m'a bâtonné. C'est ça. Ils ne pouvaient rien contre ce dernier, puisqu'il était le directeur Oui, parce qu'en même temps, André parlait tout à l'heure, il évoquait deux volets. Il y avait le volet de prise en charge médicale, mais il y avait le volet de prise en charge de la démarche. Parce que l'entreprise vous commet une mission, vous vous faites bastonner, C'est ça. et en temps normal, Dans cette démarche l'exercice de votre fonction. la plainte apportée et tout principe, ça, ça devait être automatique, Oui. mais ça n'avait pas été le cas un peu dans ce genre de... et finalement, vous n'avez pas pu porter plainte. J'ai porté plainte, mais ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Est-ce que finalement, parce que c'est vrai que ce n'est pas le cas de M. Oula, mais est-ce qu'on peut penser, vous, votre avis, parce que vous connaissez sans doute, vous êtes dans une association, tout ça, est-ce que vous pensez que la question de l'accidenté du travail est une question qui parfois est dominée par d'autres enjeux de certains lobbyistes, certains pouvoirs? Est-ce que vous pensez que là, alors que normalement ça devrait être quelque chose de plutôt simple, C'est ça. on est organisé, quand on travaille, on met un peu d'argent de côté pour pouvoir accompagner les travailleurs. Vous pensez qu'il y a d'autres pouvoirs qui empêchent vraiment que les accidentés soient mieux pris en Je compte? peux dire oui comme non. Parce que dans le temps, il y a certains, comme vous le disiez là, qui empêchaient cela. Oui. Et même aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de personnes, de beaucoup d'accidentés. Parce que vous avez compris, si on vous a invité, c'est parce qu'avec ce qui s'est passé en Industrap, on s'est Oui. dit il fallait J'allais faire aborder témoigner ça. les J'allais gens pour aborder. comprendre. Parce Ok. que, en principe, dans la prévention, là, qui est capitale pour tout employeur et tous les travailleurs, de se conformer à cela. Elle est vraiment importante, la prévention. Si ces règles, ces dispositions ne sont pas prises, c'est un danger permanent pour tout employé, pour tout employeur. Très bien. Et il faut pouvoir traquer au maximum les contrevenants à ces règles. Et c'est ce que la CNPS essaie de faire. Elle nous associe en tant que culture, en tant que fêtière, à cette politique. Parce qu'il faut Du éviter- coup, au niveau de la CNPS, vous trouvez que quand même la caisse, elle se comporte C'est ça. plutôt bien. Elle joue quand même son rôle Elle joue son de rôle. soutien, de solidarité. On a un point de vue Monsieur Oula. Oh, oui. Sur ce point-là, moi, je dis que je souffre. Parce que Vous ça avez un fait- traitement différent? Oui, un traitement très différent parce que ça fait 2 ans que j'ai eu l'accident. Mais pendant ces 2 ans, je ne perçois rien comme indemnité. Et, bon, je vais faire les soins. Bon, les soins, pour les faire, il faut bien que tu sois... pour prendre les médicaments, il faut bien que tu sois dans certaines conditions. Mais il n'y a pas de... côté Ça tombe social, bien, il y a monsieur. pas. Ça tombe bien que monsieur Oula, vous soyez à côté de monsieur Zé- Charles Hubert. Dites-nous, là, dans son cas, qu'est-ce qui pose problème? Parce que votre association Oui. devrait normalement regarder sur En ce genre de- principe, comme il le dit, c'est parce que quand il y a des blocages, étant membre d'une fêtière, étant membre d'une fédération regroupant plusieurs associations, qui est là
pour la défense des droits pécuniaires et moraux des accidentés et des malades Là, il y professionnels. a un accidenté là qui est en face de vous qui Oui, dit monsieur que- Zayonya, enfin, la question, c'est vraiment de savoir, au-delà d'être dans une fêtière, Oui. pardonnez-moi, au-delà d'être dans une fêtière, Oui. est-ce que l'accidenté classique, permettez l'expression en bon français, c'est l'accidenté banal, Oui. peut avoir un accompagnement sans qu'il y ait un président d'une fêtière qui a appelé. C'est ça, à fait. c'est ça Tout la à question fait. qu'on se Parce que lui, pose il souffre, aujourd'hui. il a dit, il Est-ce que souffre. c'est quelque chose de très évident, en fait? C'est évident. C'est évident. Mais dans son cas, il Monsieur nous Oula, dit... qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qu'on vous dit pour que le processus se mette en place ou ne se mette pas en place? Qu'est-ce qui pose problème, on vous a dit? Le processus, Ah bon, monsieur Oula, Au début, la CNPS me disait que je devais être consolidé. C'est-à-dire, comme j'avais des broches dans la jambe, il faudrait qu'on m'enlève les broches et que la plaie, l'os soit consolidé pour qu'on me donne un certificat de consolidation. Et c'est après le certificat de consolidation qu'ils allaient me donner mes indemnités journalières. Bon, pendant 1 an et demi, j'ai vécu cette situation. C'est en février 2023, on me donne une consolidation. Je vais automatiquement, je dépose la consolidation à la CNPS. De février jusqu'en juillet, aujourd'hui, il n'y a rien. Est-ce que vous êtes en mesure de travailler depuis votre accident ou pas du La tout? question de Sarah. Non, je suis handicapé. Donc, vous ne pouvez pas travailler. Je ne peux même pas travailler parce que actuellement même, la jambe même, je ne peux même, j'ai perdu ma flexibilité. Voilà, moi, comme on le dit, c'est vrai, c'est un accident sur le trajet. Mais aujourd'hui, en vous entendre, vous vous battez seul pour pouvoir trouver une issue à votre situation. Quel est l'apport de votre entreprise dans les démarches que vous faites? Aucune. Non, mais Donc, il après, n'y a aucun apport. sans vraiment m'accentuer sur la question d'Élysée ou bien de vouloir donner une réponse, je pense qu'à partir du moment où l'accidenté de travail ou le malade professionnel est pris en charge par la CNPS et que l'entreprise avait déjà payé les cotisations, etc., l'entreprise est safe, même si elle peut avoir une responsabilité sociale. Mais il est important qu'on revienne quand même sur les procédures et les blocages qui peuvent être liés au fonctionnement même de la caisse. C'est pour ça que nous invitons ici les dirigeants de la caisse à venir pour éclairer l'opinion, pour dire voici comment ça se passe, les process quand on est un accidenté de travail ou un malade professionnel. Visiblement, ça se passe très mal pour monsieur. Je ne vais pas finir. Oui. Il faut dire qu'aujourd'hui, si ma situation est en train de voir un dénouement, c'est grâce aussi à la fédération. Parce qu'arrivé un moment, je ne savais même pas à quel sein se vouer. C'est ça. Donc il a fallu que je me confie à la fédération. Et c'est monsieur Charles même qui m'a orienté là-bas. Et quand je suis allé, c'est en ce moment-là, on me donnait maintenant les directives. Et puis, bon, on m'assistait pour que je puisse avoir... Mais de cette date à jusqu'à aujourd'hui, bon, les trucs sont en commun. C'est pas... les avis parce que le médecin traitant donne un certificat. Bon, l'autre, il demande que ça soit, que lui-même, il te visite d'abord. Donc, tout La procédure peut paraître un peu longue. C'est un peu compliqué. C'est bien noté. Pendant ce temps, l'accidenté souffre. En tout cas, on peut noter, hein, Bon, ce que je monsieur. voudrais dire, Ouais. Et on termine là-dessus parce qu'on est impératif. les accidentés, l'accident de travail est un peu différent, le traitement est un peu différent de la maladie professionnelle au niveau de la TNPS. Le traitement des dossiers exige une certaine procédure. Très bien. C'est plus Les accidents de flexible. travail, quand c'est déclaré et qu'on voit que l'accidenté est dans un état très piteux, automatiquement, La procédure se met en la procédure se met en branle. Mais par rapport à la maladie Par professionnelle, rapport à la maladie professionnelle qui est tout un processus. parce que comment déterminer que non, je suis sourd grâce au bruit que j'ai longtemps entendu à l'usine? Effectivement, je vais y en venir, je vais y arriver. Voilà. D'accord, je vais bien, mais Bon, ok. là, il faut qu'on aille. Oui, je suis d'accord. Allez-y, s'il Ouais, vous plaît. donc, la maladie professionnelle, c'est une commission des médecins de la TNPS qui se met en place D'accord. pour statuer sur les cas de maladie professionnelle. Très bien. S'il faut rejeter ou bien s'il faut donner un avis favorable. Dans mon cas d'espèce, pendant que j'étais soudeur, j'ai été exposé pendant plus de 23 ans au bruit, Ça, c'était un autre problème. C'est ça. bruit énorme. Très bien. Voilà. En tout cas, donc- on a bien compris hein, que dans votre cas aussi, le port autonome d'Abidjan aura pris des dispositions pour C'est que ça. vous puissiez faire face à la situation que vous traversez. La maladie a été déclarée à la TNPS, mais depuis lors,
cela tarde à être élucidé. Très bien. Et c'est pourquoi je suis venu même sur le plateau là, D'accord. afin d'attirer l'attention de la Des uns et des CNPF autres. Très bien. pour que Quelque chose c'est soit un fait. plaidoyer, Voilà. c'est une exhortation, c'est une interpellation. Très bien. Une chose bien. Merci Je pense qu'elle a été entendue. à tous les deux hein, d'être venus sur notre plateau pour partager la difficulté des personnes, des accidents du travail et des malades du travail. Merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'on aura d'autres occasions et d'autres plateformes pour pouvoir vous recevoir et encore évoquer ces situations. En tout cas, prompt rétablissement à vous. Merci beaucoup. Merci. Et bon courage. Bon courage. On marque une courte pause et on se retrouve juste derrière. Merci beaucoup. Merci à À tout de l'émission. suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de regarder votre rendez-vous sur nos pages des réseaux sociaux, mais également sur le bouquet Canal+, numéro 6 de la TNT et 206 bouquet Canal+. Je suis en compagnie de M. Élisée Bologueux, de Mme Sarah El Ouadili et de M. André Bois. Voilà. Alors, très chers amis, nous allons, pour entamer la dernière partie de notre rendez-vous, eh bien, commencer par une bonne nouvelle, vous me direz. Eh bien, ça y est, la date est connue. Le CAPA sera lancé. Le CAPA sera lancé, surtout même au-delà de la date enfin, qui sera donnée, puisque le bâtonnier, donc Maître Maintenant, va faire une conférence de presse la semaine prochaine. C'est surtout le fait qu'enfin, l'ordre a décidé d'organiser ce concours qui lui est dévolu, puisque depuis que justement l'État a dit que c'était l'ordre qui devait le faire. Donc, Lors justement, Maître Maintenant qu'on a reçu ici, justement, ça. évoquait que certaines difficultés empêchaient justement la tenue de cet examen. en tout cas, à l'aune de l'arrêté donc, qui fixe donc, les règlements, etc., on se rend bien compte que sans doute que les difficultés, les barrières ont été levées et que ce concours très important, parce qu'il faut quand même rappeler le contexte, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des amphithéâtres et d'autres qui sont justement qui aspirent, et parce qu'ils ont fini depuis leur formation donc en droit, aspirent au métier d'avocat, pensaient qu'on leur faisait barrière. Et lui, il avait expliqué les conditions, c'était pas ça, il n'y a pas une idée derrière, mais c'est parce que les conditions n'étaient pas réunies. Donc, au regard de ce contexte, il était important vraiment qu'on lève toutes les barrières, toutes les difficultés qui peuvent être organisationnelles ou financières et qu'on puisse organiser ce concours-là. Et André, à qui est ouvert ce concours aujourd'hui? Il faut être titulaire d'un master, d'une licence en droit Des masters. Ben, si vous me permettez de des masters. parler donc, pour nos amis donc, de l'ordre des avocats, le test est ouvert aux personnes en remplissant donc un ensemble de conditions. Il faut être âgé de 21 ans au moins, être de nationalité ivoirienne ou, et ça c'est intéressant, être ressortissant d'un pays de l'UEMOA. Ah, donc je peux pas. On sait très bien. Et justifié à la date du 1er janvier d'un master en droit, Élisée l'a dit, il a acquiescé tout à l'heure, reconnu donc par justement le CAMES et bien sûr d'une maîtrise en droit ou de tout diplôme équivalent donc à la maîtrise, etc. Donc voyez-vous, il s'agit vraiment d'un concours qui arrive dans un contexte où on a de nombreux diplômés qui aspirent au métier d'avocat. Et je précise, nous avons un ratio qui est faible. Et c'est pour ça qu'on se plaint, parce que ce n'est pas juste parce que les gens sont avocats. C'est qu'aujourd'hui, on commence à ouvrir des juridictions, et là, l'État de Côte d'Ivoire a beaucoup avancé. On commence à ouvrir des juridictions, des cours d'appel, que ce soit à San Pedro, à Korogo, etc. Et il faut des avocats. Et là, on se rend compte que c'est seulement ceux d'Abidjan qui y vont. Rappelons qu'il y a un seul barreau, c'est le barreau d'Abidjan. Élisée Bologueux, c'est un vrai ouf de soulagement. Hein. André l'évoquait tout à l'heure. C'est une forme de goulot d'étranglement qu'on est en train d'éviter parce qu'il était en train de vraiment se former. Pour reprendre en tout cas une expression connue, on dirait qu'avec l'ouverture de ce concours, la boucle est désormais bouclée. Parce qu'il était quand même difficile de comprendre que l'État ait pris un ensemble de dispositifs, notamment avec la création de l'INFEJ, l'Institut national de formation judiciaire, qui formait les acteurs du système judiciaire et que jusque-là, on n'arrivait pas quand même à ouvrir le concours des avocats. On trouvait qu'il y avait un maillon de la chaîne qui manquait. Donc on pense, avec la reprise de ce concours-là, que désormais, comme je le dis, la boucle est bouclée. C'est déjà une très bonne chose. Je crois aussi que ça va quand même donner une certaine perspective à ces jeunes-là qui, depuis quelques années, avaient soif de ce concours. Certains même se sont orientés dans cette filière dans la perspective de sortir avocat, parce que c'est un métier quand même, pour certains, qui est un noble métier. Voilà, un noble métier, un métier passionnant. Et puis, au regard même de l'actualité, je dirais, de la Côte d'Ivoire, et tout ce qu'on a vécu durant une dizaine d'années, on a compris combien il était important quand même que ce métier-là puisse subsister. Et donc le fait d'ouvrir à nouveau ce concours-là, je crois que ça peut venir renforcer encore ce vivier d'avocats et c'est une très bonne chose. Je ferme à Sarah. Il est annuel?
Bon, là, pour le Non, parce moment... que la question que je me pose, c'est justement, on l'a ouvert, c'est vrai, on est content, mais il faut il reste ouvert finalement. Non, mais là, pour le moment, je ne pense pas que ce soit l'enjeu de sa périodicité qui est au cœur. C'est déjà... Mais pour dire, est-ce qu'on a réglé définitivement le problème qui freinait l'ouverture de ce concours-là ou Non. bien c'était des mesures exceptionnelles qui l'ont permis? Bon, on ne sait pas trop. Non, mais mais bon, permettez-moi d'être... Non, mais je comprends votre volonté de voir vous projeter. C'est vrai que je n'ai pas encore complètement possédé l'arrêté, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que l'arrêté du bâtonnier, c'est déjà d'ouvrir le concours cette année. Donc ça permet d'entrevoir des perspectives beaucoup plus heureuses, d'autant plus que nous avons besoin d'avocats pour pouvoir bien mailler le territoire de ces personnels. En plus que plusieurs administrations judiciaires s'ouvrent à travers le pays, il y a plusieurs coups de première instance qui sont ouverts. Il y a plusieurs juridictions, en tout cas au niveau étatique, qui s'ouvrent. Je crois qu'il était important. Bon, pour répondre à la question de savoir la périodicité, je crois qu'André, en entame de ses propos, a un peu situé. Tout n'a pas été dit dans l'arrêté du bâtonnier, mais comme il y a une conférence de presse prévue où il va venir en long et en large, il va revenir en long et en large sur la question du CAPA, ça sera l'occasion pour lui de nous sortir certainement un ensemble d'informations relativement sur la périodicité et puis bon, les conditions d'organisation et tout ça. En fait. Sur la périodicité, je ne peux pas répondre, mais en revanche, sur la date, on peut répondre, puisque Élisée a parlé tout à l'heure de la montée en puissance de l'INFEJ qui existait, mais aujourd'hui qui est vraiment, avec son siège à Yamoussoukro, avec ses annexes à Abidjan, est vraiment une vraie institution dans la formation des acteurs du monde judiciaire. Et donc c'est l'INFEJ qui va accompagner l'ordre, et ce sera donc le 1er et le 2 septembre prochain. On va élire les avocats. Voyez, suivez mon regard. Très bien. Bon, allez, justement, les avocats, ils en auront besoin. Hein. Ceux dont on parle maintenant, eh bien, ce sont les responsables de cette usine clandestine de fabrication de cigarettes, vous avez vu le pont, de cigarettes contrefaites, qui a été démantelée mardi dernier, 4 juillet, à Anne Dautré, grâce à l'intervention de la gendarmerie nationale et du ministère en charge du commerce. Une autre usine clandestine de découverte et démantelée. On pourrait dire que ça s'enchaîne. Quelque part, hein, comme pourrait le dire quelqu'un, on est un peu mitigé quand on entend ces nouvelles. Déjà, content quelque part parce qu'on se dit quand même qu'il y a un travail qui est fait derrière, puisque à suivre l'information qui a été donnée là, c'est à la suite d'une enquête minutieuse qui a pris du temps qu'on est arrivé à la découverte de cette usine-là. C'est dit que ça n'a pas été aussi aisé que ça. Donc, c'est dit que quelque part, un travail est fait dans ce sens. Mais deuxièmement aussi, ça montre le niveau, je dirais, avec toutes ces entreprises clandestines qui sont découvertes, que ce soit dans le domaine de la cigarette, dans le domaine de la boisson, dans le domaine du gaz et autres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une montée de fraude massive quand même qui s'opère dans le pays. Et ça, c'est quelque chose quand même qui alerte. Pourquoi les gens sont enclins à s'adonner vraiment à la fraude? Et mais ça n'a pas du gain. Je dirais à une certaine hauteur comme ça. Peut-être qu'à un moment aussi, on a levé le pied sur les outils de contrôle qui ont permis vraiment à ces usines-là de prospérer. Si aujourd'hui on commence à découvrir, c'est bien une bonne chose. Et puis je pense aussi peut-être parce que le contrôle n'est peut-être pas aussi strict, j'en sais rien, parce que pour voir autant d'entreprises, c'est quand même des milliers de cigarettes qui étaient produites chaque heure d'après les contrôles. Sarah, c'est pas autant d'entreprises, c'est une entreprise. Enfin. Mais on en démantèle assez souvent ces derniers temps. En tout cas, moi je tenais juste à souligner que, effectivement, donc, en plus de souligner l'importance et le rôle et la responsabilité du consommateur, comme il est indiqué dans le communiqué, d'être responsable, de faire attention à ce qu'on achète. Effectivement, un produit qui va coûter peut-être peu cher par rapport au produit original, il faut se poser des questions sur son origine, sur sa méthode de fabrication, etc. Moi, ce que j'ai envie de souligner aussi et mettre de faire un petit peu plus le focus, c'est le rôle aussi des distributeurs, ces personnes, ces entreprises qui se situent entre l'entreprise frauduleuse et le consommateur, parce que c'est quand même eux qui rachètent aussi ces produits-là ces produits frauduleux et qui le revendent derrière au consommateur. Quand on va dans un magasin qui s'appelle la Grande Révision de Brive, c'est la première fois que je viens, ça veut dire que quelque part le consommateur a confiance, c'est-à-dire que cette entreprise qui distribue, pour parler comme ça, fait fort foi de caution. Donc on s'est dit, s'il distribue, c'est une entreprise légale, donc s'il distribue des choses, forcément, ce qu'il distribue est légal. Alors que, oui, malheureusement... exactement. Il y a des entreprises, des personnes qui se trouvent, il y a une chaîne et le consommateur, il se trouve en bout de chaîne. Et entre-temps, il y a l'entreprise, effectivement, qui produit ces produits frauduleux. Et ensuite, il y a
2-3 personnes, souvent des distributeurs, qui sont là et le consommateur peut faire confiance. Et il devrait y avoir aussi des sanctions de prix. Clairement dit, il y a des grandes surfaces qui distribuent des produits de mauvaise qualité. Et ce n'est pas normal. non, forcément, je veux dire que les véreux sont partout. Ce n'est pas que chez les petites gens qui sont dans nos quartiers. Mais ce que Brice souligne, justement, c'est toujours la question de la méthodologie que je reproche au pouvoir public. C'est-à-dire que c'est toujours bien d'avoir des images comme ça, etc., etc. Mais on se pose toujours la question, elle est essentielle. Comment on tire les enseignements de notre système de distribution? Là, pour le coup, c'est la distribution. Parce que c'est ça que Brice dit. C'est comment, et Sarah aussi, comment il se fait que un paquet de cigarettes comme celui-là se retrouve dans une boutique à pignon sur rue et qu'on n'arrive pas très souvent à identifier rapidement, parce qu'on ne sait pas le nombre de cancers. D'ailleurs, on dit que la cigarette elle-même provoque le cancer, mais imaginez les conditions de fabrication. Là encore, le niveau de nicotine, le niveau de goudron, etc. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une forme vraiment de célérité, parce que, les amis, quand on est au ministère du Commerce, ou dans tous les démembrements de l'État, c'est un vrai sacerdoce. Oui, du coup, on a pour mission de protéger et on doit le faire rapidement. C'est bien, moi j'apprécie, mais il faut que les choses s'enchaînent assez rapidement. Et c'est là qu'Élysée, je me tourne vers vous en me disant, il faut fermer toutes les usines et vérifier. Ben voilà, pendant 3 ans, et puis on verra. Non, mais pour le coup, dès qu'on a une entreprise pareille, la première chose, dès qu'on a fini d'investir, il faut sceller. Ça, au moins, on peut me le concéder. On le boucle, on ne permettra même pas que quelqu'un vienne encore chercher un autre carton. Voilà, on le scelle. Pardonnez-moi, je fais une petite parenthèse, mais je réfléchissais justement à la proposition la dernière fois. Vous évoquiez le fait qu'il y ait de la vérification des immeubles. Mais après, en termes de responsabilité, pour faire juste la parenthèse avec les immeubles, je me suis dit, oui, la CD peut être correcte, mais vous avez peut-être 2-3 architectes ou des maçons véreux à qui on devrait donner 100 kilos de fer, qui utilisent 50 kilos et qui montent un immeuble. Et ces gens-là, vous parlez de responsabilité, avant même que l'État ne fasse son contrôle, moralement... Mais Brice, il ne faut pas qu'on oublie que vous ne parlez pas seulement d'immeubles, pour revenir à notre sujet. Parce que moi, je pense que, et c'est ce qu'on a dit la dernière fois, je pense que l'État et ses démembrements ont tendance à être complaisants. Oui. Quand je dis complaisants, je ne reste pas avec... Je ne dis pas avec qui ou avec une autre personne, mais ils sont complaisants avec tout un ensemble d'acteurs. Et ce qui arrive, remarquez qu'ailleurs, en général, les contrebandiers, c'est une opération un peu transfrontalière. C'est-à-dire qu'en général, ce qu'on observe, c'est que la cigarette va venir de l'étranger. On va fabriquer ça ailleurs et on va faire rentrer dans le pays. Mais là, pourquoi on va faire une usine dans le quartier? Parce qu'il y a une forme... Mais ce n'est pas non plus une usine où c'est déclaré cigarette de contrebande et puis que l'État regarde sans rien faire. Mais je ne suis pas en train de dire ça, mais je veux dire que interrogeons-nous sur la faculté ou la facilité avec laquelle on laisse prospérer un ensemble de... Dites-moi, je finis là-dessus pour vous donner un exemple. Prenons ceux qui fabriquent l'eau en sachet, qu'on voit partout dans nos quartiers. Même en bouteille. Hein, en bouteille, très souvent, vous allez voir que c'est... Le processus d'identification de la provenance de cette eau, c'est laissé vraiment, j'allais dire... On n'est pas très pointu là-dessus. C'est le point sur lequel je voulais en venir. Quand je pointais du doigt les distributeurs, etc., et tous les acteurs de la chaîne, c'est que si ces acteurs-là craignaient les sanctions autant que ces entreprises qui produisent des produits frauduleux, il n'y aurait pas tout ça. Parce que là, ce système, il est entretenu quelque part, parce qu'ils savent très bien que si l'entreprise est démantelée, eux, ils ne craignent rien. Mais ils font partie des acteurs qui ont participé à cette fraude. Et ils devraient, en tout cas, subir les mêmes sanctions que ces entreprises. Et ça leur permettrait d'être plus regardants sur les produits qu'ils reçoivent. Exactement. Je pense qu'André ouvre une brèche, effectivement. Il ouvre une brèche, en tout cas dans laquelle je m'incruste. La question même, effectivement, comme il dit, de la complaisance. Vous savez, moi je dis que personne n'en voudra à qui que ce soit de prendre une loi. Si on n'a pas pris, on n'a pas pris. Elle n'existe pas. Mais dès l'instant qu'on l'a prise, par la compassion de Dieu, donnons-nous les moyens d'appliquer cette loi. Il ne s'agit pas juste de la prendre pour la prendre. Allons sur la question même des sachets plastiques, comme il l'a évoqué tout à l'heure, l'eau en sachet haute. Mais ça, c'est des choses, c'est une loi qui date de 2013-2014. Mais 10 ans après, on est dans nos véhicules, on est à longueur de journée élevée par des gens qui vendent de l'eau en sachet et des sachets partout, même dans les magasins, même dans les grandes boutiques, même dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Tout ça existe. Mais au final, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on a juste pris la loi pour faire du fun?
ou bien on applique Moi, la loi je sais qu'il parce qu'on veut l'appliquer. il y a eu sur le plateau, hein, on a eu un des responsables du ministère du Commerce, justement, qui avait lancé une campagne pour démanteler et pour mettre hors d'état de nuire les personnes, justement, qui vendaient bien ces sûr. boissons en sachet. Il y avait de l'eau, Voilà, mais il y avait également... donc aujourd'hui, en fait c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend un risque de mettre en place une telle usine pour arriver à cette conclusion-là, c'est parce que justement, il sait que même si demain, on arrivait à démanteler son usine, la chose la plus grave qu'il pourrait subir, ça serait peut-être de juste faire un tour à la Maca de 3 mois et puis les dehors. C'est ça qui... Non, Et là, puis, vous non, exagérez. ça, après, c'est un autre Là, sujet. là, Bon, ouais, ça, c'est un autre débat, sujet. oui, Bon, si voilà. vous voulez, d'accord, c'est un autre sujet. Mais c'est pour dire où je veux en venir. Je veux dire qu'il ne craint pas une sanction d'une extrême gravité qui peut l'empêcher d'aller dans cette contrebande-là. C'est comme si vous me dites, tous les voleurs en partant se disent, bon allez, mais non, chaque voleur aura sa sanction. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut également prendre en compte, messieurs, vous me direz si j'ai raison ou pas, le fait que ces contrebandiers rivalisent également de créativité, d'ingéniosité. Je ne suis pas sûr que cette usine-là, en apparence, elle ressemble à une usine de contrebande de cigarettes. Non, mais, Donc, à la limite, non, peut-être non. c'est une enquête qui a permis Non, de Non, remonter mais ça. ça, on est d'accord, mais l'idée que c'est une usine qui ne ressemble pas, mais ça, en revanche, est-ce qu'on peut se Moi, poser je la vous question assure, de comme on savoir l'a dit qu'à est-ce que- Treichville, il y a des usines qui sont de façade, des usines de... Ils Permettez-moi. ont des boutiques, mais de derrière, boutiques, derrière, c'est toute des une- usines de Non, fabrication mais, de parfums. mais au-delà même, j'allais dire que je ne vais pas m'ériger en spécialiste du contrôle, mais je veux dire, le produit, il est sur le marché. Parce qu'à un moment aussi, il faut qu'on soit bon. Moi, par exemple, parfois vous voyagez, vous arrivez à l'aéroport de Paris et vous avez un sac. Et puis les douaniers vous arrêtent, ils vous disent, bon, monsieur, votre sac, c'est de la contrebande. Parce que Ouais. ce n'est pas un sac. Machin. Enfin, C'est je veux ça, dire, ouais. c'est-à-dire qu'à un moment, il faut que sur nos marchés, est-ce que vous savez qu'il y a des dames, prenons l'exemple des biscuits qu'on vend partout, aux abords des routes, Non, ça, pas personne, enfin, la provenance, enfin, je veux dire, je parle de complaisance dans ce sens-là. Pour dire qu'au-delà du fait, on apprécie qu'ils aient arrêté ces fabricants. Mais quand on a des petits pois, des boîtes de conserve dans des marchés, etc., dont on ignore vraiment la provenance. Donc, à un certain Mais il y a moment... des plateformes de dénonciation. En tant que population, c'est vrai que le ministère doit faire son travail. Mais si vous voyez une marque de biscuits qui s'appelle Bricotine, excusez-moi André, mais c'est aussi de votre responsabilité d'informer Oui, mais- le ministère du Commerce, de dire Oui, attention, Brice. il y a un Non, truc mais qui est vous- voulu. mais ça, Brice, c'est un autre c'est pan pas de juste- la non, lutte. mais- non, 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 C'est un j'insiste autre pan, mais pas. ce n'est pas le cœur de la lutte. Bon, Pardon, d'accord, parlez, c'est pas juste. Je vais y arriver. Non, vas-y. C'est pas juste le problème de... C'est tout un système, en fait. Il y a ces entreprises qui produisent des produits frauduleux, etc., de contrefaçon, mais parce qu'elles savent qu'il y a tout un système derrière qui va les baquer, les soutenir pour les distribuer jusqu'à ce que ça arrive aux consommateurs. Donc, encore une fois, j'aimerais souligner le fait que si briser ces la chaîne. entreprises arrivent à prospérer et à produire sans aucun problème, c'est parce qu'elles savent qu'il y a un système derrière qui va pouvoir les soutenir parce qu'il n'y a pas de sanctions derrière pour ces acteurs-là qui distribuent. Élysée. Voilà. Moi, revenant sur ce que André est en train de dire, vous savez, moi je pense, hein, franchement, et ça souvent on me le reproche, mais je me dis, il faut qu'on commence par le commencement. C'est bien de dénoncer, et ça même c'est le rôle citoyen, on doit le faire. Mais il faut que moi qui dénonce là, j'ai l'intime conviction qu'en dénonçant, quelque chose sera fait. Ah, c'est clair. Voilà. Mais quand je dénonce, parce que là sur la plateforme par exemple de dénonciation, c'est une idée géniale. Mais là maintenant, où je suis un peu craintif, ou du moins où je pose une Surtout préoccupation, dubitatif. c'est la question du contrôle en lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense disposer du maximum de contrôleurs, de telle sorte que si j'ai 12 000 dénonciations dans une journée, je sois à mesure de vérifier ces 12 000 dénonciations en même temps. C'est ainsi ça le problème. Parce que Non, mais après, on ne pourra pas... non, c'est un exemple que je C'est un donne. exemple, Mais oui. voilà. Même si on ne le fait pas dans la journée, mais je me dis quand même dans les 24 heures, 48 heures, ça peut être fait. Si je fais une dénonciation et que je constate que peut-être une semaine, un mois, 2 mois après, il n'y a pas de suite, vous voyez que quelque part, on va se dire, bon, peut-être que c'est juste un truc qu'on a fait parce qu'on avait envie de faire. Donc aujourd'hui, le plus important, là, comme je l'ai dit, il faut vraiment qu'on commence par le commencement. La première chose, on prend toutes nos lois, on les retoilette à nouveau. Quelles sont les interdictions qu'on a prises ces dernières années pour... Parce que tout ce qui a été pris comme loi, là, c'est dans le but d'améliorer notre quotidien et notre vie. Qu'est-ce qui est fait contrairement à ça? Il faut qu'on change. Et on commence à régler tout ça. C'est déjà le début pour moi, quoi, pour résoudre tous ces problèmes-là. En tout cas, moi, je pense qu'il y a une chaîne de responsabilité et chacun, à son niveau de la chaîne, devrait prendre conscience que ce qu'on laisse passer aura une conséquence fâcheuse sur quelqu'un et dans notre entourage, de notre pays. Donc, nous tous, on devrait prendre conscience de cela. Merci les amis, on était très heureux d'être en votre compagnie. Je sais que vous voulez rajouter des choses, mais on a des impératifs de temps. Merci Sarah, merci Élisée, merci André, merci à toutes les équipes techniques. On se donne rendez-vous demain. C'est vendredi, demain, et on sera là, Inch'Allah,
Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.